coup, quand j'ai vu The Lobster, j'ai dit ah ouais, enfoiré. Que j'avais des petits carnets où j'écrivais I love Joseph. Tu sens pas la mise en scène, tu sens pas le jeu, tu sens pas le texte, tu sens rien. Et du coup, j'espère qu'on va me réengager. J'ai rencontré Brad Pitt et il m'a fait un matcha. Vidéoclub. Les vidéoclubs, c'est un truc que tu as fréquenté, toi, au Québec? Ouais, vraiment beaucoup. Je fais partie de cette génération qui voyait les films en VHS. Et il y a aussi un truc qui me manque vraiment beaucoup, parce que maintenant, on loue des trucs, on les regarde... en fait, on loue des trucs en ligne, on les regarde en ligne, on regarde du streaming et tout ça. Et en fait, je me rappelle qu'à l'époque, quand on louait des VHS, on les regardait le soir. Et ensuite, on les regardait le lendemain matin. Et je trouvais qu'on avait un rapport au cinéma qui était différent. Et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, je crois. Et puis, on avait moins ce truc de... si on regarde un film sur notre ordinateur ou un truc comme ça, et qu'on a notre téléphone à côté, on fait pause, on peut le regarder en vraiment plusieurs parties. Et c'est vraiment un crime de regarder un film en plusieurs parties parce qu'on perd le flow, on perd le rythme. Je pense qu'on vit pas les choses de la même façon. Et c'est vrai que quand on regardait en VHS, en fait, c'était plus rare qu'on mettait sur pause ou je sais pas. Alors, je crois que j'ai envie de commencer par Morse. Qui est là, comme ça, par hasard, qui est posé, qui est vraiment c'est un film de vampire, mais c'est le meilleur film de vampire qui existe. C'est sorti il y a un petit bout, je crois, déjà. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti. Et en fait, c'est une histoire d'amour et de vampire, je dirais. Et les deux enfants sont absolument merveilleux dedans. Et les effets spéciaux sont dingues. Et je sais pas, il y a une espèce de noirceur et de lumière dans ce film qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup et qui, moi, m'a un peu inspirée. Je trouve que la relation entre la jeune fille et... Enfin, on sait pas exactement si c'est une jeune fille ou si... voilà, c'est un peu flou, mais la relation entre les deux personnages m'a vraiment beaucoup inspirée pour mon film parce qu'il y a quelque chose de vraiment pur entre les deux. Et Thomas Alfredson, je crois qu'il est vraiment très très fort, je crois. Ouais, ce film-là, il est dingue aussi. Je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Je comprends pas, j'ai pas l'impression qu'on en ait parlé tant que ça, en fait, The Innocents. Et Eskil Vogt, en fait, c'est le co-scénariste de Joachim Trier. Et le film est complètement zinzin aussi. C'est vraiment... donc, je pense que ils sont 4 enfants 4 enfants. 4 enfants qui se découvrent des pouvoirs télékinésiques pendant un été. Et d'ailleurs, il avait coécrit Thelma, le film de Joachim Trier, qui est aussi sur une jeune fille qui, en fait, tombe amoureuse d'une autre jeune fille, puis qui ressent ses émotions pour la première fois, et qui, en fait, au même moment, se découvre des pouvoirs télékinésiques. Et le film est dingue. Je le conseille vivement, Thelma. Parlons de trucs chelous. Abordons Border. C'est en gros l'histoire d'une femme avec un physique atypique, on va dire ça comme ça, qui a un sens de l'odorat hyper développé. Et son sens de l'odorat est tellement développé qu'elle arrive même à sentir les sentiments chez les gens, dont la culpabilité, la honte, l'amour, des trucs comme ça. Et en fait, elle va tomber face à face avec quelqu'un qui a un physique similaire à elle. Et elle va pas réussir à le sentir. Et elle va se rendre compte qu'en fait, il a un secret. Mais vraiment, je le conseille vivement parce que j'ai jamais rien vu. En fait, j'ai jamais vu un film qui ressemble à ça. Et il y a une scène de sexe qui est vraiment genre... sublime. La meilleure scène de sexe au cinéma. J'adore Yorgos Lanthimos, je crois que j'ai vraiment vu tous ses films. En revanche, alors moi, mon court-métrage Judith Hotel, il est inspiré d'un rêve que j'ai fait. Oui. Et j'ai fait le rêve avant que The Lobster sorte. Du coup, quand j'ai vu The Lobster, j'ai dit ah ouais, enfoiré. Mais c'est effectivement un film que j'adore. En fait, j'aime vraiment beaucoup la partie qui se passe dans l'hôtel. J'ai un peu moins adhéré à la suite qui se passe dans la forêt et tout ça. Et ce que j'adore avec Yorgos Lanthimos, c'est qu'il arrive toujours à créer des mondes qui ne font aucun sens, mais qui, d'une certaine façon, deviennent cohérents à un moment donné. Puis j'ai adoré La mise à mort du cerf sacré aussi. Ouais, il y a un truc que j'ai vraiment, vraiment kiffé dans La mise à mort du cerf sacré, c'est que pendant tout le début du film, il y a une espèce de musique. En fait, il se passe presque rien, je pense, pendant les 20 premières minutes. Et il y a une espèce de musique qui est là tout le temps, qui nous tend. I got you a present. Thank you very much. Et on ne sait pas pourquoi. Et quand après, en fait, je veux pas spoiler, mais quand l'élément déclencheur arrive, en fait, on comprend tout ce qui s'est passé avant, on comprend le suspense qu'il a mis
qu'il a installé au début et tout d'un coup tout fait sens et après ça déboule et c'est juste une course vers l'enfer. Je le trouve très fortiche. Ouais. Call Me By Your Name, énorme rêve pour mon film. Elio, you sleeping? I was. C'est plutôt dans la mise en scène, en fait, il y a une sobriété dans la mise en scène dans Call Me By Your Name que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a aussi un truc qui est toujours entre la pudeur et le voyeurisme, en fait, qu'il a réussi à installer, qui me plaisait énormément. Et je trouvais que c'était toujours vraiment les acteurs qui dictaient les mouvements de la caméra et non l'inverse. Parfois, on a l'impression, on sent les intentions d'un metteur en scène qui veut faire des mouvements de caméra ambitieux et les acteurs doivent s'adapter à ça. Et en fait, j'ai jamais senti ça dans Call Me By Your Name. C'est vraiment le cœur de l'histoire, c'était vraiment les deux acteurs. Et il y a aussi un truc qui m'a inspiré, c'est que le film est shooté avec un seul objectif. C'est l'objectif 35 mm sur une caméra 35. Et en fait, c'est l'objectif qui ressemble le plus à l'œil humain. Et tout le film est shooté avec un seul objectif. Et du coup, j'ai essayé de faire ça dans mon film. En fait, on a utilisé que 2 objectifs dans mon film. Tu viens? Oh putain, ça c'était incroyable. Alors c'est un film qui a été fait pendant le confinement. Tout est sur Zoom. En fait, c'est une session Zoom de 40 minutes parce qu'ils sont tous pauvres et qu'ils n'ont pas moyen d'avoir un compte professionnel. Et en fait, ils font une séance avec une médium sur Zoom. Visualize us all together in the one room, sitting in a circle. Et après, il se passe plein de shit possible, pas possible et inimaginable. Et c'est un des films les plus effrayants que j'ai vu, vraiment. Ok, alors... je disais plutôt ma culture cinématographique française est absolument nulle. Vraiment nulle. Je suis nord-américaine, voilà. J'ai grandi avec le cinéma américain. Alors moi, je t'ai mis un film avec Joseph Gordon-Levitt. Ça s'est super bien passé avec Joseph, il est super gentil, il est très... C'est vraiment genre, il est tellement professionnel, c'est tellement l'image de l'américain professionnel. Mais il est très très gentil, il est très généreux. Et puis moi, il y avait un truc, c'est que quand j'étais enfant, préadolescente, il jouait dans une série qui s'appelait Third Rock from the Sun, qui était une série américaine. Tommy. Hi. What are you doing here? Well, I was just in the neighborhood and I thought I'd stop by and, see how you're feeling. Et j'étais, mais genre, follement amoureuse de lui, quoi. Mais genre, de manière maladive. C'est-à-dire que j'avais des petits carnets où j'écrivais « I love Joseph, un jour on se rencontrera » et tout ça. Et un peu comme une prophétie, finalement, ça s'est réalisé parce que je lui ai roulé une pelle dans The Walk. Yeah. Ah, La femme de mon frère, qui est, selon moi, un des films les plus drôles que j'ai vus ces dernières années. Il a rien mangé. Elle mange jamais rien. Un peu de purée? Ah, laissez-moi tranquille, je suis une obèse morbide. J'ai hérité du pouvoir magique des sœurs de papa. Moi, j'ai pas vu Babysitter, mais Monia Chokri, qui joue dans mon film, qui joue la mère du personnage féminin principal. Et je me rappelle, quand je l'ai vue, en fait, j'étais à la fois hyper excitée et super contente parce que c'est très très rare de voir des films qui nous font rire autant. Et en même temps, j'étais tétanisée de peur parce qu'elle était déjà castée dans mon film. Et je me suis dit, ah merde, c'est une immense réalisatrice et je vais devoir la diriger. Et en fait, ça s'est super bien passé. Parce qu'elle est très cool et qu'en fait, il y a beaucoup d'impro dans mon film. Et comme elle est très vive, elle a beaucoup d'esprit, elle est super intelligente, je la laissais improviser. Du coup, elle faisait des trucs 1000 fois mieux que si c'était moi qui l'avais écrit. Donc, je l'ai bien exploité. Et Xavier Dolan, toi, non pas du tout, en tant que Québécoise. Si, cliché, oui, bien sûr, c'est un monument de toute façon, Xavier. Et puis, c'est quand même un roi de la mise en scène. Et je suis aussi complètement amoureuse de son chef opérateur, André Turpin, avec qui j'étais supposée faire mon film d'ailleurs au début et qui finalement m'a plantée parce que Xavier faisait une série. Mais c'est pas grave parce que j'adore mon chef opérateur sur mon film. Moi, j'ai vraiment été complètement chavirée par Mommy. C'est vraiment mon préféré. Et j'ai beaucoup aimé Thomas Laferme aussi, dont on ne parle pas tant que ça. Toi, t'es un prince, mon loup. C'est ça que t'étais un prince. Nous autres, là, on t'a fait un lunch de reine! American Honey, qui était effectivement que je suis très très fan. Moi, je me rappelle, j'ai découvert American Honey avant de voir Fish Tank et je ne savais pas qui l'avait réalisé. Je me disais, mais putain, mais c'est tellement frais, c'est tellement jeune, c'est sûr que c'est un jeune qui l'a réalisé. Et je me suis rendu compte que c'était une femme de plus de 50 ans qui l'avait réalisé, une Anglaise formidable. Et j'ai commencé à regarder sa filmo et effectivement, Fish Tank, c'est vraiment, vraiment très, 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 très bien. What do you think? Truth? Of course.
Mais American Honey m'avait plus... Ouais, BO incroyable, Tu vois. American Honey en plus. Ouais, incroyable. D'ailleurs, je me demande combien leur a coûté la BO, parce que Ouais. ils chantent vraiment dessus. C'est pas une BO qu'ils ont ajoutée à la suite, quoi. C'est Ouais, vraiment, ils chantent sur les chansons, donc ils devaient avoir les droits avant de tourner. Donc c'est Stand By Me, énorme claque, évidemment. C'est vrai qu'il y a un truc qui est vachement bien là-dedans, et je pense que c'est ça qui m'a plu, c'est que en fait, c'est déjà Passion River Phoenix, Feu River Phoenix, qui est là ici. Regardez comme il est beau. Qui était genre l'idole de Leonardo DiCaprio, apparemment. Et en fait, ce que j'aime beaucoup de Stand By Me, c'est que en fait, c'est donc 4 garçons et il y a des vrais moments où ils se permettent d'être hyper sensibles et d'ouvrir leur cœur et ils pleurent, ils se prennent dans leurs bras et des trucs comme ça. Et je me dis, ça dépeint tellement une autre idée de la virilité. Moi, j'ai envie de croire existe. Bon, forcément, j'ai mis David Lynch. Oui, alors beaucoup de monde me parle de David Lynch. Alors je l'adore, hein. Vraiment, je l'adore parce que c'est un homme qui fait plein de choses et qui a d'abord commencé par la peinture et le dessin avant de se rendre au cinéma, qui est aussi mon cas, parce que moi j'ai d'abord eu cette envie de raconter des histoires à travers les images, mais ça s'est fait d'abord par le biais de la peinture et ensuite là plus tard, et en étant actrice pendant un petit peu de temps, et ensuite j'ai décidé de passer de l'autre côté. Mais ce que j'aime bien avec David Lynch, c'est que en fait tout est cohérent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ses dessins, sa musique, son cinéma, ses écrits, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui tout tourne autour d'un seul et même monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et que j'essaie de construire tranquillement. You know what a love letter is? It's a bullet from a fucking gun, fucker. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est évidemment très, très fanat de l'inconscient et du rêve. Et c'est aussi quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, bisous David. On travaille tous les deux dans un atelier, en fait quand il vient à Paris, parce qu'il vit principalement à Los Angeles, mais quand il vient à Paris, lorsqu'il vient faire ses lithos, c'est dans un atelier à Montparnasse qui s'appelle Idem, qui est l'endroit où je travaille aussi. Il a vu ton film ou pas? Non. Il n'a pas vu mon film, non. Mais je vais lui envoyer un petit lien. Et puis je me rappelle, il y a quelques années, il était là. J'étais en train de dessiner et il fumait comme ça avec ses cheveux et tout. Il fumait, et puis je dessine et puis tout d'un coup. Et moi j'écoutais de la musique et il m'a tapé sur l'épaule. Je l'ai regardé et il m'avait jamais parlé. Et j'enlève mon casque et je le regarde et il me dit, en anglais évidemment, il me dit, tu devrais pas écouter de la musique quand tu dessines. Ça divise l'esprit. Puis après ça il est parti comme ça. Un autre David, un autre bon David. Ça ne vieillit pas. Ça ne prend pas une ride. You're looking for me. J'ai rencontré Brad Pitt et il m'a fait un matcha. Je l'ai rencontré dans un atelier d'artistes via un ami qui s'appelle Mathieu César. Et il a décidé de m'emmener avec lui, Mathieu. Et donc on arrive dans l'atelier et puis il y a l'ami de Mathieu qui se lève, qui se dirige vers Mathieu et moi. Et puis on voit au fond de l'atelier, assis sur un fauteuil, un mec habillé avec des habits de je sais pas, de travail et puis des cheveux un peu grisonnants. Il se lève comme ça, il se retourne, il se dirige vers nous comme ça. Et puis Mathieu et moi on se dit putain mais c'est ouf, il ressemble vraiment à Brad Pitt. Et le mec tend sa main comme ça, il dit hi, I'm Brad. Et le mec se présente. Mais je pense qu'il ne se rappellera pas de moi. C'est pas grave. OK, Take Shelter. Fou film. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui commence à avoir des rêves où en fait sa vie est complètement happée, sa ville et le monde est complètement happé par une gigantesque tempête. Et en fait, il va commencer à flipper évidemment et à vouloir se construire un abri souterrain. Et en fait, apparemment que Jeff Nichols disait que c'était une métaphore parce que sa femme était enceinte et qu'il avait peur de devenir père. Et du coup, il a écrit ça. Mais c'est vraiment, vraiment super. Et ça, c'était aussi une inspi pour mon film parce que j'aimais bien cette espèce de truc où on ne sait pas exactement si, en fait, évidemment, il fait des rêves prémonitoires ou si c'est seulement issu du fantasme. Et en fait, il y a un truc qui flotte justement pendant tout le film entre est-ce que c'est la réalité ou pas. Et en fait, et puis voilà, je ne vous dis pas la fin. Donnie Darko, évidemment. Aussi énorme crush adolescent. Sur Jake Gyllenhaal. Fear and love are the deepest of human emotions. Okay, but you're not listening to me. There are other things that need to be taken into account here, like the whole spectrum of human emotion. You can't just
lump everything into these two categories and then just deny everything else. Je crois, si je me rappelle bien, je crois que c'est un des films indépendants le plus rentable de l'histoire du cinéma indépendant. Mais je sais qu'à l'époque, ça avait eu un espèce de succès monstre et c'est quand même fou parce que c'est une histoire qui est un peu décousue. Je pense qu'il y a mille et une façons de l'interpréter et tout ça. C'est pas du tout quelque chose de concret. Et malgré tout, on arrive quand même à se faire happer par quelque chose et c'est comme une espèce de vortex qui nous aspire. Et en plus, il y a le merveilleux Jake Gyllenhaal dedans. Une place au soleil, ça c'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment un des films qui a révélé Montgomery Clift, qui est un peu le Tom Cruise de l'époque en fait. Et en fait, moi, c'est un film de 1951 quand même, donc parfois j'ai un peu de difficulté avec les films d'époque parce que je trouve que le rythme est différent, le style de jeu est un peu désuet, et puis très vite je peux m'ennuyer. Et en fait, c'est pas du tout le cas dans ce film parce que lui, justement, il était un peu de l'école de Marlon Brando. Il y avait ce truc de jeu très très naturel en fait qui fait que le film reste super moderne. Like we were the only two people left in the whole world. Maybe we are. Maybe when we get back to shore, everybody else will have disappeared. Et c'est tourné en noir et blanc. Le noir et blanc est incroyable et je vais le dire et je l'assume et je lance un défi aux gens qui vont le voir. J'ai complètement pompé un plan d'Une place au soleil que j'ai mis dans mon film. Quand j'ai vraiment vraiment aimé, j'ai besoin de voir et revoir et essayer de comprendre comment ça a été fait. Souvent c'est ce que je fais et c'était d'ailleurs André Turpin, le chef opérateur de Xavier Dolan, qui m'a donné ce conseil pour comprendre comment un film est fait. Mieux comprendre en fait le découpage et tout ça, si tu le regardes sans son et tu comprends beaucoup mieux comment voilà le pourquoi de la mise en scène et tout ça et ça je l'ai fait plein de fois avec des films que j'aime. Je l'ai saigné avec Call Me By Your Name justement juste avant mon film, mais c'est une bonne façon de faire les choses. Ça n'a pas eu un succès dingue. Bouquet up, please. Anna, bouquet up, please. Birth de Jonathan Glazer qui a fait entre autres Under the Skin. Celui-ci est son deuxième. Et en gros, l'histoire est que déjà Nicole Kidman n'a jamais été aussi belle. Selon moi. C'est l'histoire d'une femme qui s'apprête à se marier avec un homme et il y a un jeune garçon de 10 ans qui arrive et qui lui dit je suis la réincarnation de ton ancien mari qui est mort il y a 10 ans et je t'interdis de te marier avec cet homme. Et vraiment, mais t'as des frissons du début jusqu'à la fin. La musique est composée par Alexandre Desplat. C'est vraiment, vraiment magnifique. In the Cut. Can you tell me how it happened? Her throat was cut. And then she was disarticulated. Here's my card. My number's there if you remember anything. Give me a call, all right? Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Et je trouve que c'est quand même c'est une espèce de thriller sensuel. Et ça m'a quand même vraiment beaucoup plu parce que je trouve que le genre est quand même un peu casse-gueule. Et en fait, elle est stylée quoi. Et je sais pas, Meg Ryan est super sexy. Mark Ruffalo, passion Mark Ruffalo. Et effectivement, c'est sur le désir féminin et je pense qu'un homme n'aurait pas pu mettre ça en scène de la même façon qu'elle, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement... il y a quelque chose d'un peu acide dans ce désir qui est à la fois super excitant et très dérangeant et en même temps très juste. Et il y a des scènes de sexe qui sont vraiment chaudes, qui m'ont plu. Voilà. Puis c'était chouette aussi de voir Meg Ryan là-dedans qui était vue... Tu vois, dans des trucs de comédie romantique et tout ça, puis là, elle vient casser son image. J'adore quand ils font ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que sinon, elle fait des trucs comme ça. Dans lequel elle est bien aussi. Mais... Elle est super, mais bon, en même temps, mais moi je comprends, j'ai un peu souffert de ça aussi, hein, quand on te met dans une case et après ça, c'est super difficile de s'en sortir. Parfois, t'en as marre, quoi. Ouais, mais il est super. Mais il est très court. Il fait genre 1h20, le film. Et c'est rare, mais on en aurait voulu plus. Oui, exact. Shit, this is relaxing. You smoke? Yeah, these ones are just different brand. Thank you. En fait, c'est toujours fascinant, les films qui arrivent à faire ça, c'est que t'as l'impression que tu sens pas la mise en scène, tu sens pas le jeu, tu sens pas le texte, tu sens rien. T'as vraiment juste l'impression qu'il a pris une caméra et qu'il a filmé des jeunes. Et je pense que c'était quand même écrit et qu'il y avait quelque chose à suivre, évidemment, une trame à suivre, mais je sais pas, il arrive à le faire avec énormément de grâce. Il y a un dernier truc, c'est l'animation. Ouais. Alors, La Petite Sirène, je crois que c'est le film que j'ai le plus vu. Toi, tu restes là et tu surveilles les requins. D'accord. Toi, tu y vas. Et moi, je... Quoi? Les requins? Ariel! Mais il y a quand même un truc où, je sais pas si tu l'as vu récemment, mais le scénario de La Petite Sirène est genre nickel. Il est vraiment parfait.
Et j'ai entendu dire qu'on étudiait le scénario de La Petite Sirène de Disney dans les écoles de cinéma en scénarisation. Mais il y a quand même quelque chose parce que c'est quand même un peu nul, en vrai, c'est l'histoire d'une fille qui veut tout donner pour l'amour d'un homme. Comme beaucoup de Disney, oui. Oui, comme tous les films de Disney. Mais je trouvais que dans le conte de Christensen, il y a un truc qui est un peu plus noble, parce que elle voulait, ce qu'elle voulait, c'était, ben oui, elle voulait évidemment rencontrer le prince, mais elle voulait surtout accéder à l'âme immortelle, parce qu'elle a appris par sa grand-mère, apparemment, dans le conte, que les sirènes n'ont pas d'âme immortelle, et lorsqu'elles meurent, elles deviennent de l'écume, tandis que les hommes accèdent à l'âme immortelle. Et du coup, elle se dit, mais c'est vachement mieux. Donc elle trouve une façon, justement, elle va voir la sorcière de la mer, qui lui fait le pire deal de l'histoire de l'humanité aussi, ça je comprends pas. Et toi, t'as fait du doublage aussi d'animation. Oui! Ça t'a plu, cette expérience? Ouais, c'était génial. C'est la rentrée. Je suis trop contente. Je me suis couchée tard pour mettre au point un plan de bataille. C'est parti. Peur. Fais-moi la liste de tout ce qui pourrait transformer cette super rentrée en catastrophe. C'est comme si c'était fait. Est-ce que quelqu'un sait écrire météorite? C'est vraiment un espace où on peut se permettre d'être complètement fou, d'essayer plein de trucs. On est dans le noir pendant une semaine à essayer plein de choses. Après, j'ai eu la chance aussi de suivre les pas de Amy Poehler, qui fait la voix originale, qui est quand même une super actrice et qui est très très drôle. Mais j'ai entendu dire qu'il y en avait peut-être un deuxième. Et du coup, j'espère qu'on va me réengager. Tu doubles la joie dans le... Je double la joie, ouais. Alors que vraiment, tous les films dont tu nous as parlé, c'était pas non plus... C'était pas Hop la joie, non. Non, c'était pas trop la joie. Oui, mais c'est important, l'équilibre dans la vie, tu vois. On peut être très joyeux dans la vie, avoir un côté un peu plus sombre et tout ça, et on se balance entre les deux. Et l'important, c'est de trouver l'équilibre. C'est tout. Bah voilà, c'est une bonne phrase de conclusion. Ok. Merci beaucoup.